Et nous accueillons la dernière intervenante pour la keynote, c'est Isabelle Chapuis, nouvellement conseillère nationale, rien que ça s'applaudit. Et puis, oui, on l'applaudit pour l'élection. Vous dirigez à HEC Lausanne le Futures Lab, puisque vous êtes futuriste et prospectiviste. On vous écoute parler d'avenir. Mais merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour les applaudissements. C'est vrai que j'ai changé de statut récemment. Merci pour les très belles présentations qu'on a eues jusqu'à présent. Je vais essayer de continuer. Alors attendez, on n'y est pas encore. Non, je peux passer ça? Ah ben on a loupé des trucs. Ok. Voilà. Durabilité humaine, comment façonner le futur pour ne pas le subir? Alors, on a entendu maintenant qu'on allait un peu droit dans le mur. L'objectif, c'est justement de se dire, mais est-ce qu'on peut éviter le mur? Ou est-ce qu'on peut faire disparaître le mur? On a entendu beaucoup de chiffres, on a entendu beaucoup de statistiques. On nous a expliqué qu'on vivait dans des écosystèmes. Et moi, ce avec quoi j'aimerais venir aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'équation de la transition. Parce que je pense qu'on a tous compris, je pense que là, c'était vraiment très clair, qu'on est dans une phase de transition qui est nécessaire. Alors d'abord, il y a évidemment la transition numérique, d'une part. Il y a la transition écologique, qui est urgente. On parle rarement de transition humaine, mais dans tous les cas, on parle de transition. Alors pour moi, on va rajouter en fait à ce dont on a discuté ce soir, enfin des autres sortes de faits, à cette équation. D'abord, on a des données, des mesures qu'on capte d'avant, des mesures qu'on capte parfois en temps réel, parce qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent de capter des mesures en temps réel, pour normalement faire ces projections qu'on a l'habitude de faire. On prend des bases de données, des logiciels d'analyse, etc. Et puis cette deuxième partie que j'aimerais amener aujourd'hui, cette deuxième partie de la transition, de l'équation de la transition, ce sont d'autres sortes de faits, ce sont les images du futur. On a tous et toutes ici des images de demain, de comment on va imaginer demain. Et il se trouve que ces images du futur vont impacter énormément les décisions qu'on va prendre et les actions qu'on va mener. Donc ce sont des mesures qu'on peut capturer de demain, de l'après, l'instant présent. Et là, pour ça, on a des ateliers de prospective, de la collaboration, de la narration. Enfin, c'est tout ce qui est lié au futur. Et ce n'est pas seulement des scénarios. Évidemment, les scénarios, ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Alors, la raison pour laquelle il faut qu'on travaille justement sur cette équation de la transition, c'est qu'on va dans le mur. Donc, on va maintenant essayer d'éviter ce mur. C'est vrai qu'on est en train de voir émerger un nouveau monde, excusez-moi, dans lequel on va tous devoir travailler différemment et pour lequel on va, ma foi, devoir développer de nouvelles compétences. Ce nouveau monde dont on parle beaucoup, il est souvent lié à la guerre. Il y avait l'Ukraine, maintenant ça s'est déplacé. On parle aussi de pandémie, on a parlé aussi de blackout possible. Donc, pour beaucoup de personnes, et puis on a entendu parler que la santé mentale, c'est devenu vraiment un vrai gros problème dans la société actuelle. Le futur, ou ce nouveau monde, il est sombre. Il y a d'éco-anxiété, etc. Par contre, on oublie qu'en fait, on vit dans un monde d'abondance. Elle est mal distribuée, certes, mais il y a beaucoup d'abondance. Excusez-moi. Et puis surtout, on a ces nouvelles technologies. Alors moi, je suis plutôt techno-optimiste. Alors je pense que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est pas neutre. Et puis dans tous les cas, si on l'emploie bien, on peut l'utiliser pour des belles choses. On peut, grâce à la technologie, produire plus de nourriture, par exemple. Mais on a aussi beaucoup de métiers qui ont été dépénalisés. On a trouvé des remèdes à des maladies qui étaient incurables, etc., etc. Donc, quelque part, quand on se projette dans le futur, on peut l'imaginer très sombre, type Terminator, ou on peut l'imaginer très lumineux, un peu dans le monde des bisounours, certains aiment à dire. Moi, je pense que de toute façon, le futur, celui vers lequel on va avancer par nos choix, il sera quelque part entre deux. La seule chose, c'est que j'espère qu'il sera coloré, mais ce qu'on sait, c'est que cette transition, elle va être assez rock'n'roll, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on va voir arriver à maturité un grand nombre de technologies. Alors, parmi ces technologies, on a toutes celles que j'ai mentionnées ici, Internet des objets, métavers, impression 3D, etc. Mais évidemment, je pense que vous l'avez imaginé, une des technologies les plus centrales, quoique pas la seule, c'est évidemment l'intelligence artificielle dont on parle depuis bien longtemps, enfin depuis une année maintenant, vraiment depuis que c'est arrivé chez tout le monde, sur tous les portables. Maintenant, l'intelligence artificielle et ces technologies, oui,
ça va définir un peu notre trajectoire de transition, mais ce qui décrit ou ce qui est caractéristique de la transition qu'on est en train de vivre, ce sont la convergence, la complexité et l'exponentialité. Et toutes ces trois choses mises ensemble, ça crée réellement ce perfect storm, comme on dit, cette tempête parfaite qui peut être extrêmement destructrice si on ne l'anticipe pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La convergence. La convergence, c'est la rencontre de différents thèmes et idées qui, dans leur interaction et leur intersection, se transforment, s'augmentent, se démultiplient et créent quelque chose de nouveau. Vous pouvez prendre plusieurs exemples. Par exemple, les progrès qu'on peut faire en logiciel, et on sait qu'ils s'accélèrent, permettent d'accélérer des progrès faits en chimie, qui accélèrent les progrès en biologie, etc. C'est un effet de cascade. Et puis ce qu'on remarque dans les dernières 10-15 années, c'est qu'il y a un très grand nombre de disciplines qui ont émergé justement à l'intersection de disciplines traditionnelles, comme la bioinformatique ou la chimie quantique. Il y a des nouvelles choses qui émergent sans arrêt et qui vont faire disparaître d'anciennes choses. Donc cet effet de convergence, ça crée quelque chose de très inattendu. La deuxième chose, c'est la complexité. Je pense qu'on est tous d'accord de dire qu'avec la globalisation à l'extrême qu'on vit, les nouveaux outils et l'accélération, on a un monde qui est devenu complexe. Alors avant, il était déjà bien compliqué. Ce n'est pas que c'était tout simple avant. Mais avant, on nous donnait des méthodes pour solutionner des problèmes assez logiques. C'est de la pensée analytique, la résolution de problèmes. Vous avez un problème, vous le divisez en petits problèmes, vous solutionnez les petits problèmes, puis à la fin, vous avez la solution. Voilà. Il se trouve que ça joue dans un monde linéaire. Ça ne joue pas dans un monde qui ressemble à ça. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Donc là, le monde, il est devenu vraiment compliqué, puis il y a beaucoup de personnes qui commencent à être anxieuses. Et c'est vrai qu'avec cette situation-là, il va falloir qu'on décrive les problèmes différemment, c'est plus si simple. On va devoir les résoudre différemment, dans une pensée beaucoup plus systémique d'ailleurs. Et surtout, il va falloir le faire vite, parce que le troisième élément qui caractérise la transition qu'on est en train de vivre, c'est l'exponentialité. Je crois que le graphique par rapport à la nourriture, où on a vu la partie rouge qui était beaucoup plus grande en quelques années en termes de production d'alimentation par rapport à tout ce qu'on a produit dans l'humanité, j'imagine, c'est un exemple d'exponentialité. Alors, l'exponentialité, évidemment, ça fait référence à l'accélération au niveau des technologies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie que cette accélération exponentielle des technologies, elle induit en même temps une compression exponentielle du temps. Dans ce sens où on a de moins en moins de temps pour aller de A à B, on a de moins en moins de temps pour produire des biens, pour produire des services, et je pense que vous savez tous, on a tous ce même problème, on doit tout faire plus vite. Et puis, et c'est là que le bas blesse, on a de moins en moins de temps pour apprendre, pour développer ces compétences qui nous permettront de faire face à ces accélérations et de ne pas devenir obsolètes. Alors évidemment, il y a des gens qui vont vous dire « Ah oui, c'est hyper flippant », puis d'autres vont dire « Ah mais non, en fait, regardons l'histoire, première révolution industrielle, deuxième, on s'en est bien tiré, regardons où on en est maintenant, tout va bien. L'humanité on est très créatif, on a cette capacité de se sortir de ces situations. Mais je pense que sur ce coup-là, c'est vrai qu'on va devoir faire un effort parce qu'on est tous soumis à un biais cognitif en ce qui concerne la technologie qui s'appelle la loi d'Amara, selon laquelle on a tous tendance à surestimer l'impact d'une technologie sur le court terme et on la sous-estime sur le long terme. On prend l'exemple de l'intelligence artificielle parce que ça, c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'intelligence artificielle, ça fait à peu près depuis 1950 qu'on en parle, et ça, on peut le faire avec à peu près toutes les technologies. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, pendant longtemps, on a attendu des grandes choses et on a été un peu déçus. C'était uniquement pour certaines personnes dans certains laboratoires. Tout d'un coup arrive le moment, juste là, où ça vient dans tous les foyers, sur tous les natels, et puis on se rend compte que c'est en train d'amener un vrai chaos. Mais aussi, il y a une notion de fascination quand même dans ce domaine-là. Donc, ce que je veux dire, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle ou encore des robots, etc., c'est pas que les machines, dans leur ensemble, vont en fait faire ce qu'on fait nous en tant qu'humains, mais vont simplement le faire mieux, et puis donc nous remplacer. C'est pas ça.
parce que ça ne va pas faire ça. C'est simplement qu'on va petit à petit, et en fait de plus en plus rapidement, intégrer dans nos habitudes de travail tous ces outils, ces technologies, ce qui vont faire qu'à terme, ou même relativement rapidement, on va devoir redéfinir certains métiers, on va devoir redéfinir certaines industries, parce que inévitablement certaines industries vont être amenées à disparaître, d'autres vont émerger, et puis il va peut-être falloir qu'on redéfinisse le concept de travail, en fait, somme toute. Qu'est-ce que c'est que travailler et pourquoi? Et ça m'amène évidemment sur la deuxième partie de mon exposé, qui est plutôt liée aux nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, alors on n'est pas les premiers à réfléchir à ça. Il y a 10 ans de ça, très précisément, notre collègue Carl Benedict Frey de l'université d'Oxford a dit que 47% des métiers étaient automatisables. Donc c'était une hypothèse, et c'était 47%, et c'était il y a 10 ans. Sur cette photo que j'ai attrapée comme ça sur LinkedIn, ce sont des travailleurs sur les ports industrialisés de Californie qui perdaient leur job parce que tout a été robotisé. Pour ces personnes-là, je trouvais sympa parce qu'ils ont justement mis le 47%, eh ben, ça n'est plus une hypothèse, c'est une réalité, et ça n'est plus 47%, mais pour ceux qui sont touchés, c'est bien 100%. Donc ça, c'est aussi une réalité que le monde change et les gens sont réellement touchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces changements n'adressent pas que juste le cahier des charges. Et là, j'aimerais prendre un exemple assez concret. On prend un métier qu'on arrive tous plus ou moins à s'imaginer, le charpentier, il y en a plein d'autres, mais celui-là, je trouve qu'il est assez parlant. Si on faisait un sondage ici sur ce que c'est qu'un charpentier, on serait tous plus ou moins d'accord de dire que c'est quelqu'un c'est un homme qui est fort, qui connaît les matériaux, qui n'a surtout pas le vertige, etc. Maintenant, si on avance à peu près une dizaine d'années pour arriver en 2033, où c'est égal, on voit ça. Et puis là, on se dit, OK, il y a peut-être quelqu'un derrière tout ça qui fait le travail, on espère, qui est responsable des travaux finis, puis on espère que c'est un humain, peut-être. Mais alors cet humain-là, c'est le charpentier du futur. Alors réfléchissons aux compétences dont aura besoin ce charpentier du futur. C'est celle-là, c'est tout à fait différent, motricité fine. D'ailleurs, mon fils qui adore Fortnite, quand je dis que c'est fini, il me dit « mais non, je développe des compétences du futur ». Et là où il n'a pas tort, je suis quand même obligée de limiter, mais il n'a pas tort, c'est que Manpower a rajouté dans sa liste de compétences les gaming skills. Donc, réellement, il développe de nouvelles compétences, typiquement cette motricité fine et cette capacité de travailler avec la machine. Et puis maîtriser la technologie, etc. Alors évidemment, vous comprenez bien que c'est une vraie photo. La plupart des autres images, c'est moi qui les ai créées avec l'intelligence artificielle, mais pas celle-là. Ça, c'est une photo dans les locaux des écoles polytechniques vers Zurich. Donc ça existe réellement. Mais ce qui est intéressant là, on l'a dit avant, ça va changer évidemment le cahier des charges. C'est plus du tout la même chose. Mais en fait, ça va tout changer. Ça change qui? La petite personne en haut. Mais ça change quoi? Le job, dans le fond, le cahier des charges. Ça change quand on le fait, parce qu'il n'y a aucune raison d'attendre qu'il fasse beau puis qu'il n'y ait pas de neige, par exemple. Ça change comment on le fait, robot par robot, etc. Pour combien et où? Parce que du coup, on ne le fait plus sur le site, on le fait ailleurs. Donc, ces changements, souvent liés à la technologie, mais pas forcément mais dans ce cas-là, oui, ça change absolument tout et pas seulement le cahier des charges. Et c'est ça qu'on a tendance à rapidement oublier. Et il y a certains métiers, ma foi, qui changent tellement qu'ils disparaissent. À l'instar de ces deux métiers, le caméraman et le pilote, qui en 2009 avaient des jobs de faire CNN Breaking News ou RTS Breaking News, maintenant c'est un drone. Alors ce qu'on comprend instinctivement, c'est que bien évidemment, il y a quelqu'un derrière le drone, il y a toute une industrie du drone. Il y a le pilote du drone, c'est pas la même chose que de piloter un hélicoptère, etc. Il y a la production du drone, etc. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que ça va nécessiter d'autres types de compétences, des nouvelles compétences. Alors les nouvelles compétences, évidemment, c'est digital, c'est numérique. Donc j'ai créé une image avec Midjourney, que vous connaissez peut-être, qui utilise l'intelligence artificielle. Et puis, automatiquement, on m'a mis... Voilà, c'était une fille avec un crayon. Mais pour moi, les compétences du futur, c'est peut-être aussi ça. C'est pour plusieurs raisons, d'abord. D'abord parce qu'il va falloir être résilient en tant que nation. On ne doit pas seulement tout miser sur tout ce qui est technologique, parce qu'on voit bien la dépendance qu'on a, par exemple, à l'énergie. Il suffirait d'un
petit bug à ce niveau-là. Et donc, il y a beaucoup de compétences éminemment humaines qu'il va falloir développer aussi. Mais surtout, quand on réfléchit aux compétences du futur, parce que souvent on dit « Ah ouais, on va développer les compétences du futur. » Ok, alors ça va être quoi? Ouais, les métiers du futur. Ok, oui, c'est juste. Quand on réfléchit aux compétences du futur, on doit les imaginer dans un contexte du futur. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on va justement sonder ce futur? À quoi il va ressembler ce futur? Alors bon, malheureusement, alors il y a des futuristes dans ce métier d'aller imaginer ce que pourrait être demain. Souvent, ils ne le font pas seuls, parce que c'est quelque chose qui se fait en système et de manière collaborative. Ils n'ont pas de boule de cristal, les futuristes. Ils ne font pas de prédiction, en tout cas pas, et pas vraiment de projection non plus. Ce qu'ils font, c'est d'identifier des signaux faibles et puis des tendances qui sont déjà observables dans l'environnement pour pouvoir mettre en lumière des dilemmes à venir. Et puis pour pouvoir aussi proposer des scénarios aux décideurs, de sorte à ce qu'ils puissent prendre des décisions de manière mieux informée. Alors là, on se dit, ah ben, tip-top. En fait, on va, dans vos entreprises, ou de manière générale, dans des gouvernements, on va penser, on va s'asseoir, on va prendre 2-3 experts, et puis on ne va pas imaginer 2027, on va imaginer, allez, 2040. Le problème, et puis je pense qu'on l'a compris, c'est que le futur n'est pas une projection linéaire du présent. Et ça, je pense que ça a été extrêmement visible avec le Covid. Rester à la maison, mais qui aurait pu imaginer ça? Pourtant, c'était dans les rapports de prospective, donc ce n'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Blackout, quand ça arrivera, on fera « Oh, mon Dieu, on ne savait pas », alors qu'on sait très bien, etc. Mais on sait, pour sûr, que le futur n'est pas une projection linéaire du présent. Et puis, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, parce qu'on a souvent tendance quand même à penser que demain, ce sera comme aujourd'hui, mais un peu plus. Donc, comme aujourd'hui, mais un peu plus chaud, évidemment, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Ce sera comme aujourd'hui, mais un peu plus digital, évidemment, vu qu'on numérise tout. Et puis, ce sera beaucoup plus polarisé, parce qu'il y a des guerres partout. Mais il se trouve que le futur pourrait être complètement différent, comme je vais le montrer avec ces exemples du passé. Parce que parfois, c'est quand même si on aime se projeter dans le futur, c'est utile de regarder un peu en arrière. Alors, en 1899, à New York, il y a eu la première conférence internationale sur la planification urbaine. Alors, il se trouve que toutes les grandes villes du monde avaient le même problème. Et c'était devenu un vrai gros problème sanitaire, de santé publique, global. Et donc, les maires des grandes villes du monde se sont retrouvés à New York pour cette grande conférence. Parce qu'effectivement, le crottin était partout dans les villes, à tel point que le Times a annoncé, projection linéaire, qu'on juge évidemment maintenant complètement grotesque, que Londres serait ensevelie sous 3 mètres de crottin en 1950. J'ai jamais pensé ça, c'est presque un peu ridicule, surtout aujourd'hui. Mais je pense qu'à l'époque, ça a été écrit dans le Times, c'était une projection, tout le monde y croyait dur comme fer. Il y avait plein de gens qui travaillaient dans cette industrie-là. Alors nous, évidemment, on vient du futur, donc ce qu'on sait, c'est ça. C'est qu'en 1900, plus ou moins, il n'y avait que les chevaux et du crottin partout. Et puis, à peine, même pas 15 ans plus tard, on ne voyait plus de chevaux, il n'y avait que les voitures. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi de se dire que le vrai changement, la bascule, elle a eu lieu en 1908, lorsqu'il y a eu l'avènement de la Ford T. La Ford T, c'était cette voiture qui a été bien meilleure marché que les autres et qui a été rendue accessible à un très grand nombre. Et d'un coup, ça a accéléré l'adoption de la voiture au moteur à combustion. Et donc, on a effacé le problème du crottin. On en a créé un autre, mais on a effacé celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, mais mince, ils auraient quand même pu le savoir. Mais oui, ils auraient pu le savoir. Parce que quelques années auparavant, dans la même ville, il y a un magazine qui est sorti qui s'appelait The Horseless Age, c'est-à-dire l'ère ou la période sans chevaux. Il y a des gens qui travaillaient à ça. Je veux dire, quand vous avez tout à coup plein d'experts du monde de l'urbanisme, mais évidemment, ils ne vont pas chercher dans les moteurs à combustion, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils n'arrivent pas à s'imaginer. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous demandez aux gens, de manière générale, ou à un expert peut-être en particulier, on vous aurait dit, si vous aviez demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit on aurait voulu des chevaux plus rapides, ou alors des chevaux plus propres, mais pas des voitures. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, parce que ça c'est un exemple, mais il y en a tout plein, d'exemples qui prouvent que les experts, les grands scientifiques ou les gens qui sont très ancrés dans une thématique se trompent souvent.
La demande mondiale de véhicules ne dépassera pas 1 million simplement en raison du manque de chauffeurs disponibles. Alors ça nous fait rire, mais ce qui est assez drôle en fait, c'est de se dire qui l'a dit. Parce que évidemment la phrase est un peu grotesque de nouveau, mais c'est Gottlieb Daimler, Daimler-Benz, Benz Mercedes. Un expert s'il en est. Il n'a pas imaginé une seconde qu'on pouvait conduire les voitures tout seul. Et encore moins qu'elles se conduiraient un jour toutes seules. Et pourtant, ça, c'est ce qu'on doit faire quand on doit imaginer le futur. Les avions sont des jouets intéressants, mais sans valeur militaire. Vous demandez à Viola Amert, voilà. Puis ce qui est intéressant ici, c'est de nouveau, c'est pas la phrase en tant que telle, c'est qui l'a dit. Alors là, c'est un Marshal Ferdinand Foch de l'École supérieure de guerre en 1904. Ah, quand même, un expert du domaine. Maintenant, on ne peut pas lui en vouloir, parce que quand on regarde ce truc à gauche, on a du mal à imaginer que c'est une arme de destruction massive, ou que ça pourrait devenir une arme de destruction massive, alors que là, on comprend très bien où est le problème. Encore une fois, ici, on manque de projection, on manque de capacité à imaginer autre chose. Et plus proche de nous, je pense qu'il y a un marché pour environ 5 ordinateurs. Et ça, c'était en 1943. Puis alors là, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est de voir qui l'a dit. Monsieur Watson, président d'IBM. Donc, autant vous dire que maintenant, on en a 6,4 milliards. Cet expert-là s'est trompé. Alors, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, nous qui sommes experts du travail, parce qu'on travaille plus ou moins tous, c'est quelles sont les fausses hypothèses qu'on se fait par rapport au futur du travail? Parce qu'on s'en fait. Alors évidemment, si on regarde, moi j'adore le travail. J'adore mon travail. Je ne sais pas si j'aimerais mon futur travail, mais j'adore travailler et surtout j'adore le concept du travail parce que malgré tout, depuis plus de 200 ans, le travail définit qui on est, définit nos valeurs, nos cultures. Vous entrez dans une soirée et vous dites... enfin moi maintenant je vais dire, salut, moi c'est Isabelle Chapuis, je suis conseillère nationale. Mais on se définit par ce qu'on fait. De toute façon, et d'ailleurs quand on n'a plus d'emploi, on est hyper gêné, on est en transition. Et c'est pour ça que le travail, pour moi, c'est quelque chose d'éminemment important, parce que selon comment on va définir ce futur du travail, ça va définir qui on va devenir en tant que société. Donc, si on regarde maintenant l'écosystème du travail, on a déjà énormément de signaux faibles, moins faibles, qui nous donnent des indications sur ce vers où on va. On peut parler de santé, de technologie, effectivement, il y a énormément d'éléments qu'on pourrait aborder. J'en ai choisi 3, la télémigration, la gig economy et le fait qu'on va vivre évidemment beaucoup plus longtemps. Alors la télémigration, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est l'arrivée de travailleurs immigrés qui ne passent pas par les frontières physiques de notre pays, mais qui passent par la petite porte digitale. Donc on sait maintenant qu'on peut travailler de manière digitale, amener des services sans venir en personne. On l'a vu grâce au Covid. Mais d'abord, on se dit, ouais, non, mais quand même, non, pas mon métier à moi, non, parce que le mien, il est éminemment physique. Je suis en contact avec mes clients. Puis après, on se dit, ah ouais, mais bon, c'est vrai qu'en fait, pendant la pandémie, les CEO des plus grandes banques, ils ont pu travailler depuis chez eux. Ok, ouais, mais eux, ouais, mais pas moi. Puis après, on se dit, ok, mais alors poussons un petit peu plus loin, on pousse un peu 10 ans plus tard, dans 2030 par exemple. Et puis en 2030, il y aura la 6G. Elle est prévue, le premier essai 2026, déploiement 2030. La 6G, ça nous permettra de projeter nos 5 sens dans les étoiles et retour de quasiment instantanément. Ce qui veut dire, c'est que si vous êtes chirurgien, par exemple, ce ne sera plus du tout un problème, si tant est qu'il y a l'écosystème technique qui existe, de pouvoir travailler complètement à distance. Donc, la question de télémigration, c'est quelque chose auquel il faut réellement penser parce que les gens vont se dire « Ah mais mince, dumping salarial, ces gens qui travaillent en télémigration, ils habitent normalement dans des pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas que chez nous. Donc, comment est-ce qu'on arrête ça? Est-ce que construire un mur, ça va arrêter la télémigration? Non. Donc, comment on va intégrer ces tendances-là? Bon, les futuristes, ils n'ont jamais de réponse, ils montrent des dilemmes pour qu'ensuite, de manière collective, on trouve des solutions. Télémigration, deuxième, gig economy. La gig economy, c'est cette économie dans laquelle les individus ils ont plus d'un emploi. Alors, avoir plus d'un emploi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Faire des ménages après le travail ou des travaux, ce n'est pas quelque chose qui est très nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui ont 2 emplois, 3 emplois. Alors, il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que malheureusement, les gens ont de plus en plus besoin de beurre dans les épinards. Donc, un 2e emploi. La deuxième raison, c'est que les gens, ils en ont envie. Ils se disent qu'en fait, peut-être qu'ils pourraient trouver
un métier ou une activité qui les nourrit plus au niveau émotionnel. Ça, c'est une partie, ils en ont envie pour ça. Ils en ont aussi envie parce qu'ils ne veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier. On a vu qu'il y a des grandes entreprises, comme par exemple le Crédit Suisse qui disparaît. Si le Crédit Suisse disparaît, mon Dieu, tout peut disparaître. Donc autant se dire que, dans le fond, on réduit son temps de travail et puis on a une autre activité à côté. C'est vraiment une tendance qui est très forte, cette gig economy. Et puis la troisième raison, c'est qu'en fait, les gens le peuvent. Ils le peuvent parce qu'il y a des plateformes numériques maintenant qui permettent à l'offre et à la demande de se rencontrer beaucoup plus facilement. Donc, la gig economy, donc si vous voulez, dans un marché du travail assez traditionnel, où vous avez un employeur, un employé classique, il y a aussi un contrat tacite classique entre l'employé et l'employeur. L'employé, il offre sa loyauté, et l'employeur, lui, il offre sa sécurité. Et ça a été comme ça pendant des décennies. Sauf que maintenant, passe par là le Covid, la télémigration, la technologie, etc. Ça ne marche plus comme ça, en fait. On comprend que l'employeur ne peut plus offrir sa sécurité, et puis donc, l'employé ne va pas quand même offrir sa loyauté, il n'a pas tellement de raisons. Donc on doit réinventer cette espèce de contrat tacite entre ces deux entités. Et puis, ce qui se passe, c'est que l'employeur, ce qu'il veut principalement, souvent, dans les discussions que j'ai eues, c'est de l'engagement. Il ne veut pas quelqu'un qui glandouille ou qui n'est pas impliqué. Il veut vraiment quelqu'un qui est engagé. Et puis, il se dit, il n'y a plus personne qui veut travailler. Alors que ce n'est pas vrai, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à travailler, à s'engager à fond, à être impliquées, si tant est que l'employeur offre de l'employabilité. Parce que l'employabilité, c'est la sécurité du futur. Avoir la chance de pouvoir trouver continuellement des emplois. Et ça, c'est le fruit de la formation continue. La formation continue, typiquement, ça va être absolument clé dans les décennies à venir. Et ça aussi confirmé par cette tendance-là, qui est le fait qu'on va vivre de plus en plus longtemps. Alors, il y a de plus en plus de centenaires, et il y a de plus en plus de centenaires en bonne forme, en fait. Et puis, avant 50, 60 ans, c'était déjà des dames dans les dessins, dans les livres, c'était des dames avec des chignons gris, en fait. Et je suis entre 50 et 60 ans, je n'ai pas un chignon gris. Donc voilà, non, mais ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, par rapport à l'éducation dont je parlais avant, est-ce que vous pensez sincèrement que ce qu'on apprend pendant les 20 premières années de nos vies pourrait nous suffire pour rester pertinent sur le marché du travail pendant potentiellement 50 ans de vie active? Alors qu'on vit dans un monde qui est en train d'accélérer énormément, où les métiers changent, on sait très bien que ce n'est pas possible. Donc en fait, le système éducatif qu'on a aujourd'hui, qui crée il y a une création de savoir, un socle de savoir pendant les 20 premières années, ça c'est bien, mais on va devoir avoir une recréation de savoir tout au long de la vie, et puis des phases de récréation, parce que c'est vrai que ça va être assez épuisant de déjà ne pas savoir où on va, et puis de se former continuellement. Alors tout ça, ça nous met quand même face à notre propre obsolescence, et surtout on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut bien développer comme compétences pour faire face à ce nouveau monde? Alors, je crois qu'on a même évoqué ça avant, mais c'est vrai qu'il y a une notion de compétences transversales. Je pense que ce qui va être clé, c'est de développer des compétences qui resteront pertinentes et relevantes sur le marché du travail, indépendamment des métiers, indépendamment des industries et indépendamment du temps qui passe. Alors c'est vrai que quand vous apprenez un métier très technique et très précis, il disparaît, les compétences deviennent obsolètes. Donc l'intérêt, c'est de développer toutes ces compétences qui ne s'obsolétisent pas. Et parmi celles-là, parce que dans un monde où tout accélère, résoudre un problème, c'est toujours bien de résoudre des problèmes, mais ce qui est mieux, c'est de l'anticiper, d'éviter le problème. Et puis, anticiper, c'est savoir imaginer ce que pourrait être le futur. Et ça ne s'enseigne pas à l'école. La littératie des futurs, qui est quelque chose qui est prôné par l'UNESCO, n'est enseigné nulle part, ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, ni même à l'université. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans un monde qui est devenu de plus en plus complexe, où tout est mélangé, où en fait, somme toute, il n'y a pas une réponse à un problème, mais il y a une multitude de réponses qui sont équivalentes, répondre aux questions, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est être capable de questionner ce qu'on est en train de voir. Et puis je pense qu'actuellement, si on regarde les jeunes, j'ai 3 enfants, donc je vois bien ça, à l'école, ils doivent répondre, c'est répondre, il n'y a que du juste ou du faux. Et à aucun moment, on leur apprend à questionner leur environnement. Donc, eux qui sont bombardés de fake news, de deepfake,
ils ne questionnent pas. On n'apprend pas aux jeunes à questionner. Questionner, ça va faire appel à la curiosité aussi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est quelque chose qu'on ne développe pas particulièrement à l'école. Dans un monde où le savoir, c'est devenu une commodité, parce que c'est vrai, on a accès au savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans notre natel, parfois là, parfois dans le sac, partout. Et depuis qu'il y a ChatGPT, en plus, c'est carrément agréable à identifier ce savoir et c'est rapide. Donc, clairement, savoir ce qui est aujourd'hui ou ce qui a été dans le passé, c'est plus un avantage compétitif. Par contre, avoir la capacité d'imaginer ce qui pourrait être dans le futur, ça va devenir clé. Et puis ça va faire appel à la créativité, donc cette capacité à imaginer. La créativité, encore une fois, allez à l'école et puis vous avez tout de suite votre niveau de créativité qui diminue. Donc on comprend bien que dans cette situation, dans le monde qui nous a été décrit juste auparavant, on va devoir innover. On va devoir innover pour trouver de nouvelles solutions à des problèmes existants, à des problèmes émergents. Mais le mieux, ce serait encore d'avoir la capacité de provoquer le changement et de passer au-delà. Alors voilà, c'est vrai que ça va faire appel à du courage. Et je pense que les jeunes y comprennent. C'est pour ça qu'il y a cette éco-anxiété. Moi, j'aime bien l'idée de dire qu'il nous faut changer de narratif, qu'on s'imagine que demain, tout est possible pour qu'on puisse aussi se réapproprier cette capacité d'agir. Parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et moi, j'aimerais vous donner juste 3 petits conseils qui sont très simples pour ne pas subir le futur. Mais alors vraiment, c'est très basique, c'est très pratique comme exemple. Le premier, c'est qu'on doit tous manger tous les jours. À midi, la plupart des gens mangent. Alors, c'est soit avec les mêmes collègues systématiquement, soit avec un Tupperware, ou tout seul avec le journal. Mais si on prend le courage et un peu de curiosité, et puis qu'on va manger avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors ça demande justement d'aller appeler quelqu'un. Ah, je vous ai vu, allez manger. Faites ça régulièrement toutes les 2 semaines. C'est hallucinant les découvertes qu'on peut faire. Deuxièmement, on est à l'ère de l'augmentation. Moi, j'adore tout ce qui est intelligence artificielle. Par contre, pour ce qui est important pour moi, c'est que ça ne devienne pas un outil de remplacement de l'humain, mais bien de l'augmentation humaine. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant, tous et toutes, qu'on découvre comment est-ce qu'on peut augmenter notre propre intelligence biologique grâce à l'accès qu'on a à l'intelligence artificielle. Et puis, troisièmement, il y a des formations, on peut en faire tout le temps. On passe des soirées devant Netflix, alors autant passer devant un cours en ligne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis qu'il y a beaucoup... Moi, je suis très optimiste et je pense qu'on pourra aller au-delà de toutes ces craintes qu'on a souvent tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle Chapuis. Il y avait du bœuf, non, dans Manger avec un inconnu? Ah, je sais pas, attendez. Ah non, ça c'est du planted. Ah oui. Vous avez forcément une responsabilité dans le futur que vous nous présentez, c'est-à-dire que quand vous nous présentez des hypothèses de futur, et c'est votre métier, vous agissez directement sur les comportements de celles et ceux qui vous écoutent, qui vont du coup faire confiance à telle ou telle hypothèse. Et il y a ce qu'on appelle maintenant le climato-optimisme, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va être sauvé par telle ou telle technique, et ça a une influence directe sur, par exemple, le fait que je m'achète une nouvelle voiture en me disant de toute façon, on pourra capter le carbone, etc. Donc il y a des solutions, on me l'a dit, etc. Est-ce que vous, quand vous faites des prédictions du futur, vous mettez ça dans votre équation en vous disant ça c'est une hypothèse mais ce serait néfaste de présenter cette hypothèse-là ou ce serait une prophétie autoréalisatrice? Est-ce que vous mettez ça dans votre équation avant de nous présenter là ou de présenter à un PDG des alternatives et des hypothèses de futur? Oui, alors d'abord on ne fait pas de prédiction ni de projection, c'est vraiment plutôt des scénarios. Puis je pense d'hypothèses, oui. Des hypothèses de travail. Alors effectivement, ce avec quoi on travaille assez souvent, et c'est assez génial à faire quand vous prenez des décisions, que ce soit en famille ou que ce soit dans le travail, c'est d'imaginer les conséquences de premier ordre, puis ensuite de deuxième ordre, puis ensuite de troisième ordre. Donc c'est Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je m'explique. Donc il y a un outil qu'on utilise dans la prospective qui s'appelle la roue des futurs. Donc vous avez au centre quelque chose, intelligence artificielle. Puis vous mettez, qu'est-ce que ça va amener? Ou vous pouvez prendre la pandémie, qu'est-ce que ça va amener? 1, 2, 3, conséquences. Conséquences, on devra rester à la maison. Conséquences, il y aura des gens qui mourront, etc. Puis ensuite, on devra rester à la maison. Puis on prend cette conséquence de premier ordre, puis on dit, qu'est-ce que cet élément-là va avoir comme conséquence de deuxième ordre? Et puis de troisième ordre. Et c'est effectivement comme ça qu'on peut très bien se rendre compte que de dire que si on est aussi trop climato-optimiste,
il y a le risque qu'on est de l'autre côté. Moi, ce qui m'intéressait par rapport à l'exemple de la nourriture et puis du hamburger, du planted chicken, hein, typiquement ces aliments qui sont faits pour que ce soit exactement la même chose. Alors, je comprends bien, comme vous l'expliquez, qu'il y ait une étape hein, avant qu'on ne mange plus du tout de viande. Mais en fait, il y a tellement de bonnes choses qui sont simplement différentes. C'est simplement passer à autre chose. Alors, c'est vrai que la transition, elle est parfois un peu pénible, mais oui, donc... Très bien. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu, mais enfin, voilà, j'ai dit quelque chose. Beaucoup. Merci, on vous applaudit. Restez sur scène. On va installer le mobilier pour la table ronde.